Donc, comme je vous le disais, je vous remercie. J'ai la chance aujourd'hui, donc moi je m'appelle Guillaume Robecker, je suis responsable commercial de la société Sphinx depuis un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, une présentation un peu spéciale puisque c'est un témoignage de notre client et partenaire, l'Institut Made in Vote. Donc j'aurai la chance de co-animer cette présentation avec Adrien et Nathan. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je vous propose, Adrien et Nathan, de vous présenter en quelques secondes. Ouais, ça marche, merci Guillaume. De mon côté, Adrien Marchetto, je suis responsable des opérations chez Made in Vote. Je travaille donc avec les équipes qui s'occupent de tout le bon déroulé technique de nos études, à savoir la programmation des sondages, la diffusion des sondages sur les réseaux sociaux et puis le traitement et l'analyse des données. Et pour ma part, Nathan, je suis responsable d'études chez Made in Vote au sein de l'équipe Insight, équipe qui est en charge notamment de la création des questionnaires et, in fine, de la création des livrables et de la présentation des résultats. Donc, c'est sur la partie de la création des livrables que je vais pouvoir aujourd'hui vous parler un petit peu de DataViv. Bien, super. Merci à tous les deux. Alors, on a fait un petit réglage de son. Je ne sais pas s'il y avait de l'écho ou si c'était pas bon. Ça va donc voilà, excusez-moi, c'est un petit peu perturbé le démarrage. Écoutez, merci à tous les deux. Donc, ce que je vous propose en termes de sommaire de cette présentation, on va reparler un petit peu du contexte, du contexte historique, pourquoi Made in Vote cherchait une solution d'analyse de données quanti et quali. On vous fera une démonstration très précise de la solution DataViv qui va vous montrer comment Made in Vote arrive à digitaliser ses rapports d'études avec nos solutions. Et puis en fin de présentation, on va répondre à des questions que vous pourrez poser. Donc ça permet de vous dire que vous avez vu, vous pouvez intervenir avec nous par le biais du chat, mais vous avez également en bas à droite un petit module de questions-réponses. Vous pouvez les poser, on sélectionnera les plus pertinentes en fin de présentation et puis on prendra quelques instants pour y répondre. Celles auxquelles on n'aura pas pu répondre en direct, on y répondra par mail un petit peu plus tard. Voilà, si ça vous convient. Juste avant de vous présenter le contexte, on voulait aussi vous rappeler pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas qui est Sphinx, qui est Made in Vote. Donc en une minute, Sphinx, on est à la fois éditeur de solutions logicielles et également institut d'études quanti et quali. On est présent sur le marché depuis un peu plus de 35 ans. On dispose aujourd'hui, en 2023, d'à peu près 90 collaborateurs. On a une présence également à l'international via un réseau de filiales. Et aujourd'hui, c'est le métier d'éditeur de solutions logicielles qui va être fortement mis en avant, puisqu'on va beaucoup parler pendant cette demi-heure d'un outil, d'une solution qui s'appelle DataViv. Alors DataViv, c'est notre module d'analyse statistique, quanti et quali, qui est intégré dans toutes nos solutions, que ce soit Sphinx Déclic pour notre solution tout en ligne, Sphinx IQ3 que certains devraient connaître puisqu'il y a quelques clients, enfin il y a beaucoup de clients qui sont présents aujourd'hui, donc qui est intégré DataViv en local dans Sphinx IQ3 et également en mode standalone, c'est-à-dire sans l'outil de collecte, uniquement l'outil d'analyse, et c'est ce qu'utilise Made in Vote, puisque Made in Vote est équipé de son propre outil de collecte. Donc, eux n'utilisent que la partie analyse statistique, communication DataViv et partage reporting avec notre solution. Voilà pour les quelques informations sur Sphinx. Je te laisse la parole, Adrien, pour présenter l'Institut Made in Vote. Merci Guillaume, je vais essayer d'être aussi précis et concis que toi, même s'il y aura peut-être plus besoin d'une présentation de Made in Vote, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de clients Made in Vote que Sphinx dans les auditeurs. Donc, juste pour rappeler ou pour expliquer qui nous sommes un institut d'études qu'on aime bien appeler nouvelle génération, c'est-à-dire que en plus de la qualité méthodologique et d'analyse de données qu'on peut apporter qui est semblable à celle des instituts traditionnels, nous, on se démarque par la façon dont on recrute nos répondants, c'est-à-dire qu'on va les interroger sur les réseaux sociaux en faisant des publicités sponsorisées. En fait, à chaque nouveau projet, on va pouvoir créer une sorte de panel éphémère et dédié au projet, ce qui nous permet d'avoir accès à des cibles assez rares, comme par exemple des profils B2B. Si on veut interroger par exemple des mécaniciens ou des coiffeurs, c'est tout à fait possible. Et ce sera sûrement plus simple et moins coûteux que via panel. Mais on a aussi la possibilité d'avoir accès à des cibles plus classiques comme du NATREP, donc une cible nationale représentative de France ou d'un autre pays. Donc, comme je disais, on a à peu près la
la même qualité d'accompagnement qu'on peut retrouver dans un institut traditionnel, parce que en fait, la plupart de nos experts data et insight sont aussi issus d'instituts traditionnels et donc sont parfaitement rompus à tous ces exercices. Donc, en 3 étapes, très rapidement, pour vous expliquer un peu le process d'un projet d'enquête chez Made in Vote. La première étape, c'est la création d'un questionnaire qui doit être le plus engageant possible et le plus responsive aussi, donc programmé sur notre plateforme. Pourquoi responsive? Parce qu'en fait, la plupart des répondants sur les réseaux sociaux vont répondre via mobile, donc c'est important que le questionnaire soit esthétique et bien responsive. La deuxième étape, c'est la diffusion de ces questionnaires. Donc, ils sont diffusés via des contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en fonction de la problématique. On peut voir donc 2 exemples de publicités qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux. Et la troisième et dernière partie, c'est donc le reporting de nos données. On utilise donc l'outil DataViv pour faire des rapports dynamiques et filtrables par sous-cible. Très bien, Adrien, merci pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous fonctionnez chez Made in Vote avant d'avoir utilisé Sphinx, un petit peu nous faire l'état des lieux de ce qui se passait avant Sphinx chez Made in Vote? Bien sûr. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on utilise la solution DataViv que la période avant DataViv, ça ressemble un peu à la préhistoire pour Made in Vote. Avant d'utiliser DataViv, donc il y a bientôt 4 ans, on utilisait le logiciel Google Data Studio, donc qui est un logiciel mis à disposition par Google, qui avait pas mal d'avantages, notamment celui d'être gratuit et d'être assez adapté au traitement, d'être adapté au traitement de plusieurs sources de données différentes. Ce qui est quand même vraiment pratique quand on a des sources de données qui proviennent un peu de différentes sources. Mais il avait aussi pas mal de limites. Déjà, sur les possibilités graphiques, on était assez limité sur la création de graphiques pour faire des choses qui soient aussi belles et esthétiques que ce qu'on peut faire sur DataViv. Et aussi sur la manipulation des données, on avait quand même des process qui étaient parfois assez lourds pour faire des choses qui nous paraissent aujourd'hui en fait assez simples. J'ai cité un exemple entre parenthèses, par exemple pour une question multi-réponse, lorsqu'on veut passer rapidement de la base des répondants à la base des réponses, ça se fait par exemple très rapidement sur DataViv en un clic, mais sur Google Data Studio, c'était des manipulations assez lourdes de l'ordre de 30 minutes à 1 heure par question. Donc, c'est quelque chose en fait qui s'explique simplement par le fait que Google Data Studio, c'est pas un outil qui est adapté au traitement des données d'enquête, c'est un outil de reporting un peu généraliste à l'image d'autres outils comme Power BI ou comme Tableau. Très bien. Donc ça, c'est pour l'état des lieux. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi Sphinx? Est-ce que ça t'apporte au sein de Made in Vote dans ton quotidien? Ouais, bien sûr. Déjà, c'est qu'on s'est mis à la fin de l'année 2019 à la recherche d'un outil qui soit déjà capable de nous apporter plus que ce que nous apportait notre outil, que ce qu'on utilisait, et notamment sur un aspect 2 en 1. C'est-à-dire qu'on tenait absolument à ce que l'outil qu'on choisisse soit un outil qui nous permette de faire le traitement des données, donc ce qu'on appelle le data management, faire des actions sur les questions, créer des nouvelles variables, faire des calculs, mais aussi qui puisse nous permettre de faire le reporting. C'est vrai que dans la plupart des instituts, on utilise 2 outils différents, un outil pour faire le traitement des données et un outil pour faire la présentation des données. Nous, on tenait à ce que ce soit un outil 2 en 1. Donc là, c'était quelque chose la case était cochée avec DataViv. Et en plus de ça, disons que le Sphinx étant un acteur reconnu du market research, forcément, ça nous a encore plus encouragé à tester votre solution, parce que du coup, DataViv a été vraiment créé pour traiter des données d'enquête, donc exactement le type de données que nous, on récoltait. Et la cerise sur le gâteau, c'est la possibilité de faire des analyses avancées directement dans la plateforme, donc à la fois des analyses généralistes comme les ACP, les AFC, les typologies K-means qu'on utilise beaucoup, mais aussi des analyses spécialisées dans le market research comme les matrices importance-performance, les matrices de Liosa, le NPS, le traitement des verbatims, la possibilité de créer des infographies. Donc c'est un peu des choses qui étaient à la base des petits plus sont devenus en fait des motifs d'utilisation récurrents et vraiment des choses dont on pourrait plus passer aujourd'hui.
Eh ben, je te remercie, Adrien, pour ton retour. Je vous propose, après cette introduction, de passer dans le vif du sujet et on va laisser la parole à Nathan. Nathan qui va nous présenter un petit peu son travail dans DataViv avec la production d'un rapport dynamique avec notre solution et puis comment il la diffuse aussi à ses clients avec le one-pager. Je te laisse partager ton écran, Nathan. Parfait. Yes, tout à fait. Et normalement, c'est tout bon, n'est-ce pas? C'est tout bon, ouais. Parfait. Parfait. Donc effectivement, on va se retrouver ici en tant qu'éditeur sur un rapport fictif. Donc là, vraiment, je suis dans mon travail classique en tant qu'utilisateur de la plateforme et je vais créer mon rapport depuis l'interface DataViv. Donc cette interface, elle ressemble à ça et elle est assez complète dans le sens où on va retrouver sur la gauche l'ensemble des variables de mon étude. Donc là, on peut voir qu'il y en a une belle quantité, je peux scroller. Ici, au milieu en bas, on va retrouver un module de déplacement au sein du rapport, donc de page en page. Et enfin, sur la droite, ici, un module de modification des éléments. Donc, par exemple, sur cette zone de texte, on peut voir que je peux mettre une couleur de fond, une bordure. Et c'est surtout sur les graphiques que je vais vraiment avoir recours à cette zone en particulier. Donc, pour se concentrer sur la slide au global, déjà, on a templatisé tous nos rapports. Donc, cette slide d'introduction, comme toutes nos slides d'introduction, elles vont être toujours identiques. Donc concrètement, ça se traduit par des typologies harmonisées, des typos, des tailles, des couleurs et des images qui vont être à notre charte. Ça permet d'avoir quelque chose d'harmonieux et d'uniforme entre tous nos rapports, donc quelque chose de sérieux, et surtout de pratique à réutiliser. Lorsqu'on produit beaucoup de rapports, c'est quand même plus simple d'avoir une structure commune. Donc maintenant, pour bien se plonger dans ce rapport, un tout petit peu de contexte, on va imaginer qu'on est sur un client qui possède un point de vente qu'il souhaite évaluer au sein de sa zone de chalandise. Donc que ce soit un magasin, un centre commercial, peu importe. Et donc là, on va retrouver un rapport assez classique qui utilise une bonne partie des fonctionnalités de l'outil. Donc comme dans tout rapport, on peut facilement créer un sommaire qui va renvoyer à chaque partie du rapport en question. Et ce sommaire, on va le créer grâce à des redirections internes au rapport. Ces redirections, ça se traduit par le fait que sur cette zone de texte, on va lui appliquer une action qui consiste à naviguer vers une page qui sera là, en l'occurrence, la page 3. Pour la partie à retenir, je suis effectivement redirigé vers la partie correspondante. Et ces redirections internes pour créer un sommaire, elles peuvent aussi se faire de façon externe et rediriger vers des URL. Typiquement, ici. Je me permets de te couper, Nathan, juste pour redire que là, on est au cœur justement du sujet de notre présentation, puisqu'on parle de digitalisation des rapports d'études. C'est exactement ce que tu es en train de nous montrer. À l'époque, on avait un PowerPoint avec un sommaire ou un PDF. Là, tu es en train de reproduire ce type de rapport en ligne et consultable et diffusable auprès de tes clients. Tout à fait. Tout à fait. Et, la grosse force, ça va être vraiment le côté dynamique qu'on commence déjà à entrevoir ici, mais qu'on verra surtout tout à l'heure en tant que lecteur du document, donc plutôt côté client. Je vous montrerai ça à la toute fin. Donc en tout cas, ici, on a une redirection, je le disais, vers un URL externe, puisque dans nos rapports chez Made in Vote, on représente toujours le questionnaire qui a servi de support, dans la mesure où notre client, il a peut-être besoin de se remémorer la formulation exacte d'une question, ou il a peut-être envie de le partager à des collaborateurs qui ne connaissent pas notre fonctionnement et qui ont envie de voir à quoi ressemble un questionnaire Made in Vote. Pour ça, cette zone de texte, on peut voir que je lui ai appliqué une action qui consiste cette fois-ci non plus à naviguer au sein du rapport, mais vers un lien externe avec une URL que j'ai renseignée et qui va lui ouvrir un nouvel onglet. Et enfin, dernier exemple de slide introductive qui, je le rappelle, est templatisé. Ici, on va vraiment voir Non. Cette image, elle nous permet de rappeler un exemple d'ad, donc de publicité qu'on a poussé à nos répondants sur les réseaux sociaux et qui a attiré leur intérêt pour générer un clic vers notre enquête. Dernier élément et surtout le plus important ici, on va le voir, des graphiques, que ce soit le nombre de réponses de mon étude ou encore le device utilisé. Là, on peut voir qu'on est sur une variable, la variable appareil, qui est présentée sous forme d'indicateur. On a bien évidemment plein d'autres types de graphiques qu'on verra par la suite. Et par exemple, pour ce qui est de la répartition des tranches d'âge, là, on est sur une barre empilée et on peut voir le côté dynamique dans la mesure où, en surbrillance, en me baladant sur le graphique, je vois l'effectif correspondant au pourcentage.
Maintenant qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, je vais pouvoir vous présenter des graphiques assez simples, mais vraiment l'essentiel, avec une première partie dans ce rapport fictif qui consisterait à évoquer la notoriété et la fréquentation du point de vente qu'on évalue. Ces deux graphiques de notoriété comme de fréquentation, ça va être des graphiques en barre horizontale qu'on retrouve ici. Et tout l'intérêt d'un graphique de notoriété, c'est de présenter le centre le plus connu, le centre le moins connu. Et pour ça, on a besoin d'avoir un classement décroissant des items. Et ce classement, il va se faire de façon automatique. En effet, ici, j'ai bien trié dans le module de modification des éléments mes valeurs en pourcentage décroissant. La fréquentation, cependant, elle, je ne l'ai pas triée dans la mesure où j'ai envie que je puisse simplement lire ma slide en ayant le même point de vente de gauche à droite. Dernier élément qu'on vous propose, c'est un indicateur ici, l'attractivité, et donc le niveau de fréquentation du point de vente, non pas sur l'ensemble de la zone de chalandise, mais parmi ses connaisseurs. Pour ça, j'ai bien un indicateur qui me présente le point de vente Y, et j'ai besoin d'appliquer un filtre, puisque je veux être parmi les connaisseurs du point de vente, et ce filtre, il est très facilement appliqué, puisque je peux définir un profil qui consiste à avoir, au sein de la variable de notoriété, tous les répondants pour qui la noto est parmi le point de vente Y. Je suis bien parmi les connaisseurs du centre. Cet indicateur, d'ailleurs, il est non pas coloré à la main. Je n'ai pas choisi, moi, de mettre le vert spécifiquement ici, mais j'ai défini des seuils automatiques. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour n'avoir aucune marge d'erreur. Ce n'est pas une action de ma part, mais j'ai défini que si ma variable est inférieure à 50%, elle sera colorée en violet, donc signe négatif. Et à l'inverse, si elle est supérieure à 70, là, on sera sur quelque chose de positif coloré en vert. Et là, tu es en Donc, plein, des graphiques simples. tu es en plein, Nathan, dans justement la data visualisation, puisque la manière de proposer l'accès à l'information, là, ici, en la mettant en vert, en orange ou en rouge, en fonction de seuil automatique, c'est comme ça que tu aides aussi le lecteur de ton rapport à mieux appréhender la donnée et l'information. Tout à fait. Est-ce que tu as des... Yes. Ah oui, bah, je te laisse poursuivre sur ton NPS. Super. Donc, autre graphique assez simple ici, on retrouve des barres empilées, on l'a vu précédemment. Donc, ces barres empilées, vraiment, je peux faire ce que je veux. On peut voir les couleurs que j'ai pu utiliser. Et d'un point de vue graphique, si je trouve qu'elles sont un petit peu trop fines, aucun problème, je peux les épaissir en travaillant l'épaisseur de mes barres. Et hop, elles sont un petit peu plus épaisses. Ici, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un indicateur de recommandation que je vous propose. Donc, sur une échelle de 0 à 10, on va demander au répondant d'évaluer le point de vente et dans quelle mesure il le recommanderait. Et ça, c'est vraiment essentiel pour créer un indicateur standardisé qui est le NPS. Donc déjà, je peux facilement regrouper mes modalités entre elles. Pour ceux qui connaissent un petit peu le NPS, on a besoin de définir le fait qu'une personne qui nous recommande un point de vente avec une note de 9 ou 10, elle en est clairement promoteur. J'ai créé ma petite boîte, donc mes promoteurs sont créés et ils vont vraiment penser et dire du bien du point de vente. Je peux également avoir des personnes plus passives, les notes de 7 ou 8, qui pourront penser du bien mais pas nécessairement dire du bien. Et enfin, avec une note de 6 ou moins, on est plutôt détracteur. Ça, c'est un indicateur standardisé, donc c'est utilisé dans tous les instituts de la même manière. Et ça permet vraiment de créer le NPS qui fait la soustraction des promoteurs moins les détracteurs, donc le Net Promoter Score. Et ici, là encore, ce calcul, je ne vais pas le faire à la main. Il y aurait une possibilité d'erreur. Ça, on n'en veut pas. Et le gros avantage, c'est qu'il est connu de DataViv. C'est une analyse avancée, le NPS. DataViv, c'est déjà ce qu'est un détracteur, un passif ou un promoteur. Et donc, ce calcul qui est automatique, en effet, on le vérifie. 25 moins 40, ça fonctionne très bien et on est à moins 15. Et là encore, on a une coloration automatique qui me permet d'éviter toute erreur humaine. Donc là, on a vu, Nathan, des analyses, on va dire, assez simples à mettre en place. Est-ce que tu utilises aussi DataViv pour aller un petit peu plus loin et faire des analyses plus complexes, comme des tris croisés ou des ACP? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu mobilises dans ton quotidien? Tout à fait. Et c'est même essentiel pour amener de la profondeur dans nos rapports. Et pour ça, ici, je vous propose d'imaginer qu'on va creuser plus en profondeur le point de vente de notre client parmi ses fréquenteurs. Et dans un premier temps, on va retrouver ici de nouveau des barres empilées, donc des graphiques plutôt simples qui vont
évoquer la satisfaction détaillée du point de vente. Donc, on a demandé aux fréquenteurs ce qu'ils pensent de l'accessibilité, de l'offre ou de l'agrément de visite. Et ce qui va surtout nous intéresser, ça va être les petites étiquettes que j'ai rajoutées sur la droite. Ici, je suis en train de mettre une étiquette qui nous dit que les 65 ans et plus sont d'autant plus insatisfaits des courses du quotidien. C'est 15% en moyenne, c'est 35% sur cette tranche d'âge. Donc, on a une variable qui est significativement plus forte sur cette sous-cible. Et ça, je le crée grâce à des tri croisés. Tu me disais, Guillaume, ces tri croisés, leur grande force sur DataViv, c'est qu'ils sont très facilement créés. Ici, je vous montre la façon dont ils sont créés, puisqu'on a une analyse qui nous permet d'avoir plusieurs variables en ligne, croisées avec une variable en colonne, qui va venir peut-être expliquer des différences parmi des sous-cibles. La grande force, c'est que toutes les différences significatives, j'ai moi-même renseigné les seuils de significativité dans les paramètres de mon rapport, et ils vont être automatiquement indiqués. Donc là, on va retrouver, si je scrolle un petit peu, un niveau d'insatisfaction plus fort chez les 65 ans et plus sur le choix des boutiques. C'est grâce à ça que je vais créer mes petites étiquettes qui vont me permettre d'amener de la profondeur à mon rapport. Ici, j'ai croisé avec l'âge, mais je peux imaginer autant de slides que de tri croisés que je souhaite créer en changeant uniquement ma variable en colonne. Est-ce que j'ai envie de creuser sur les CSP, sur le fait d'avoir ou non des enfants? C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, en créant plusieurs slides pour plusieurs tri croisés, on peut imaginer que ces tri croisés, ce sera non pas au sein d'un rapport, je vais les utiliser, mais carrément en créer un livrable à part entière qui sera réutilisable à 100% par le client, qui n'aura pas besoin de mettre les mains dedans et notamment de maîtriser des outils plus complexes. Une autre analyse avancée qui va être très utile et que je peux d'ailleurs créer grâce à ce petit plus bleu sur lequel j'attire votre attention, c'est vraiment grâce à lui qu'on va pouvoir créer tous les types d'analyses qui nous intéressent, que ce soit des analyses à plat, on en a vu, des analyses croisées, des analyses avancées, ici d'ailleurs avec une belle diversité d'analyses avancées. Et ici, c'est une matrice de Liosa que je vais vous évoquer. La matrice de Liosa, elle est, Adrien le disait, typiquement pensée pour le market research, dans la mesure où son intérêt va être de croiser des éléments de satisfaction détaillés avec un indicateur de satisfaction ou de recommandation globale. Donc ici, on a tout ce qu'il nous faut. On vient de voir la satisfaction détaillée du point de vente et on avait le NPS. Donc ça, c'est le cas de figure idéal pour créer une matrice qui va nous permettre de savoir quels sont les éléments qui influencent le plus la recommandation globale. Donc la matrice de Liosa, elle est un petit peu complexe. Je vais vous passer sa création technique, mais elle fonctionne avec des analyses de corrélation qui vont nous permettre de définir quels sont les éléments qui auront l'influence la plus positive ou la plus négative sur la recommandation. On a plusieurs cadrans et selon ce qu'on a vu avant, à propos du centre, on pourra plus ou moins attirer l'intérêt du lecteur sur des éléments plus. Si le centre va bien, on a tout intérêt à booster le NPS toujours plus grâce à des éléments bonus. Ou alors, si on est sur un centre qui va pas très bien, un point de vente qui est en difficulté, c'est peut-être les basiques qui ne sont pas remplis. On n'est pas vraiment à date au clair sur la base qu'on doit au client. Ça, c'est essentiel pour nous pour accompagner au mieux notre client et ces matrices qui sont connues de DataViv sont essentielles. Enfin, un dernier type d'analyse que je vous propose ici, ça va être l'analyse d'une question ouverte. Certes, on est sur des études quantitatives, mais avoir de la matière véritable de la bouche ou à minima de ce qu'écrivent les répondants, c'est très intéressant pour amener de la matière brute, je le disais, au sein de notre rapport. Et ça va pouvoir être possible dans la mesure où une question ouverte, elle va être immédiatement analysée lorsque je la drag and drop sous la forme d'un nuage de mots et de la liste exhaustive des verbatims. Là, on voit vraiment le côté tout en un de l'outil dans la mesure où, dans beaucoup de cas, pour créer des nuages de mots, il faut avoir accès à d'autres logiciels complexes. Or, ici, ce n'est pas du tout le cas. Le nuage de mots, il est créé grâce à une analyse automatique des mots-clés. D'ailleurs, je peux filtrer mes verbatims sur le mot-clé qui m'intéresse, ici, vêtements par exemple. Mais je peux aussi et surtout, lorsque j'ai beaucoup de verbatims et que j'ai envie de les trier moi-même, avoir un tri plus à la main, donc grâce à un dictionnaire. Une codification des verbatims en temps normal dans des instituts, ça va être quelque chose qui est onéreux, qui prend du temps, parce que ça fait appel à un métier à part entière. Or, ici, l'outil va nous permettre de créer ça en quelques clics. Sur la codification que j'ai créée, lorsque je la paramètre, en fait,
l'envers du décor, c'est cette liste de mots-clés sur la gauche qui a été triée par DataViv, donc il me les trie par nombre d'occurrences. Et à droite, je vais pouvoir créer mes petites boîtes, mes grandes idées à l'analyse. Ici, j'ai dégagé l'offre de restauration, les enseignes de prêt-à-porter, etc. Et par exemple, si je suis encore en train de créer mon dictionnaire, je vois que j'ai oublié le mot resto à gauche, qui fonctionne pourtant très bien dans la boîte offre de restauration. Je le drag and drop, et lorsque je valide, on va voir que mon graphique va évoluer, et l'offre de ration est passée de 9 à 12%, parce que j'avais plusieurs occurrences en la matière. Donc voilà, ici j'ai des verbatims que je peux scroller pour vraiment m'imprégner de cette matière, un nuage de mots qui fait la synthèse des mots-clés, et je peux aller plus loin en créant moi-même mon petit dictionnaire qui va venir finalement recréer une question fermée à partir de cette question ouverte pour une analyse plus poussée. Enfin, en dernier lieu, j'ai envie d'une synthèse qui soit plutôt visuelle et qui puisse récapituler l'ensemble des éléments clés de mon étude. C'est tout à fait possible. Et on retrouve un format plus proche des slides introductifs avec des zones de texte, des graphiques, des éléments plus visuels qui permettront à notre client, s'il n'a pas trop le temps, d'avoir une seule et même slide qui, grâce à une capture d'écran, pourra être partagée à ses collaborateurs. Et d'ailleurs, je vous propose de nous mettre maintenant dans la peau d'un client. Donc ici, je vais prévisualiser mon rapport, ce qui revient exactement au même que lorsque je partage mon lien en lecture seule au client. Et voici la plateforme sur laquelle le client arrive. Donc là, on est très proche d'un PDF, d'un document PowerPoint. On n'a plus de module de modification des éléments. Donc déjà, on a une slide beaucoup plus intacte. Et surtout, on va avoir tout l'aspect dynamique que nous offre DataViv qui sera là utilisable. En effet, on évoquait le sommaire et ses redirections. Je me mets dans la peau d'un client qui n'a pas trop le temps et veut aller directement sur les enseignements de notoriété et de fréquentation. Pas le temps pour les slides d'intro. Je suis tout de suite redirigé vers la partie correspondante. Et donc voici ma première slide de noto et de fréquentation. Par contre, ce client, il a un intérêt tout particulier pour une tranche d'âge, les moins de 35 ans, et il aimerait pouvoir filtrer tout son rapport sur cette tranche d'âge ou une autre. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, j'ai un module de filtre et je vais y ajouter toutes les variables qui peuvent l'intéresser pour, en un clic, filtrer tout mon document. Là, je clique sur les moins de 35 ans et comme on a pu le voir, tous mes graphiques ont bougé et mon point de vente, il est plus connu et plus fréquenté. Chez les 65 ans et plus, par contre, je change de tranche d'âge. Là, on peut voir qu'on est nettement moins connu, nettement moins fréquenté. Et ça, concrètement, je peux le faire sur toutes les slides. En un clic, tout mon rapport est filtré. Je reviens au sommaire, et je suis toujours un client très pressé, donc je vais aller directement sur ma synthèse, que voici. Et là, vraiment, en une capture d'écran, je vais pouvoir partager tout ça à mes collaborateurs. Et on vient de voir que les indicateurs là se mettaient à jour en temps réel. Donc voilà, j'insiste aussi sur le fait que vous ne créez qu'un seul type de rapport une fois, et ensuite il va se mettre à jour en fonction des données que vous allez injecter, ou que vous allez collecter avec nos solutions. Et la mise à jour de vos rapports est du coup beaucoup plus simple que si vous aviez X PowerPoint ou X PDF à modifier pour vos clients. C'est l'intérêt de cet outil en ligne. Et chez Medinvote, est-ce que vous faites des infographies? Est-ce que là, tu nous as présenté une planche visuelle, mais est-ce que vous partagez ce visuel avec vos clients? Exactement. On a un format tout particulier d'infographie dynamique et non pas statique qu'on utilise et qu'on crée grâce à l'outil DataViv. Donc ici, d'ailleurs, sur ma dernière slide, je vous ai mis une petite redirection vers un one-pager. Donc ce one-pager, c'est vraiment l'outil qu'on utilise et qu'on crée pour avoir quelque chose de visuel qui va reprendre tous les graphiques d'une étude, sans forcément les analyses qu'on a pu, nous, approfondir ou nos commentaires, mais vraiment pour avoir une matière à filtrer et à scroller. Donc je dézoome un petit peu pour qu'on se rende bien compte du format. Et ce one-pager, donc là on est sur un autre cas d'étude, on est sur un post-test publicitaire, donc sur une marque qui a mené une campagne et qui souhaite en évaluer plusieurs éléments, dont sa mémorisation et son attribution. Et là, j'ai plusieurs graphiques qui correspondent. La perception de la campagne, est-ce qu'elle a été appréciée? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Quelques éléments détaillés. Et enfin, l'impact sur les KPI de marque. Ici, j'ai sur un seul et même document à scroller tous les enseignements dont j'ai besoin. Et surtout, cet outil il est essentiel pour pouvoir filtrer, là encore, sur toutes les sous-cibles qui m'intéressent.
Là, je vous ai reproposé un filtre sur l'âge avec 2 tranches. Et si je filtre sur les 15-34 ans, nous allons passer d'un échantillon de 800 personnes, ça mouline un petit peu, à un échantillon plus restreint de 402 personnes, et tous mes indicateurs ont bougé. Donc ici, on est sur les 15-34 ans, mais on pourrait imaginer que j'ai d'autres filtres derrière, et qu'on soit sur des 15-34 ans avec tel niveau de diplôme, qui soient locataires de leur logement, etc., etc. Cet outil, il est très utile pour nous, parce qu'on peut offrir au client quelque chose qui soit facilement utilisable. Et ce client, il n'a pas besoin de compétences techniques. Il n'a pas besoin de maîtriser un logiciel plus complexe pour faire des croisements, mais elle a uniquement à appliquer des filtres en cascade. Top. Merci beaucoup Nathan pour cette présentation très opérationnelle et qui montre bien tout ce qu'on peut faire avec DataViv et comment surtout vous l'utilisez. Et c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir votre feedback à vous et ça a une valeur énorme parce qu'on est dans le concret, on est dans votre travail au quotidien. Donc, une nouvelle fois, merci. Simplement pour synthétiser en une slide, tu nous as présenté qu'on pouvait faire des analyses des plus simples aux plus compliquées dans un seul et même outil. Donc, c'est l'esprit de DataViv, c'est connecter vos data et utiliser des fonctions stats pour les faire parler. On a des fonctions de mise en forme graphique, vous pouvez injecter votre propre charte graphique, votre propre logo, vos propres images pour rendre plus jolis vos rapports. Donc, il y a des outils également de communication et des outils pour router, faire circuler ce rapport, soit en interne, soit auprès de vos clients, via notre solution de reporting qui est intégrée à la solution de DataViv. On voulait clôturer cette présentation par un point rapide sur la collaboration entre l'Institut Medinvote et Sphinx. Peut-être revenir, Adrien, sur nos 4 ou 5 années de collaboration qui se passent très bien. Bah ouais, tout à fait, Guillaume. C'est vrai qu'au-delà de la qualité de l'outil qu'on apprécie beaucoup utiliser, comme Nathan a pu le dire, c'est important de savoir qu'on peut compter sur les équipes de Sphinx pour nous accompagner dans nos projets au quotidien. Il y a une grande réactivité de votre part dans la résolution des problèmes, et avec des interlocuteurs dédiés en fonction de la nature du problème. Si c'est un problème informatique d'accès du serveur, il va y avoir un interlocuteur dédié sur cette partie-là. Si c'est une question plus stat sur du calcul d'indicateurs, on va avoir une autre personne qui va nous répondre sur ce sujet, et avec toujours une réponse dans la journée. Donc, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, surtout dans notre métier où la réactivité, c'est extrêmement important. Et puis, vous êtes aussi d'un grand soutien dans la réalisation de nos projets. L'année dernière, on a basculé sur un serveur dédié pour avoir plus d'espace, pour pouvoir créer plus de projets, pour pouvoir aussi diffuser nos rapports en marque blanche. Vous nous avez bien accompagnés sur ce projet-là. Et plus récemment aussi sur la gestion de l'appel par API de vos fonctionnalités. C'est ce que je détaille un peu plus dans la partie du dessous, parce que nous, depuis un peu plus d'1 an, on travaille sur le développement de notre application Made in 360 qu'on utilise au quotidien et qui nous permet en fait d'automatiser toute la chaîne de production de nos études, donc c'est-à-dire de la rédaction du questionnaire jusqu'à l'analyse des données. On a la plupart de nos tâches opérationnelles qui sont automatisées grâce à cet outil, c'est-à-dire que la rédaction du questionnaire sur notre plateforme va engendrer une programmation automatique de ce questionnaire-là. La diffusion est également automatisée sur les réseaux sociaux et nous permet la retombée de beaucoup d'indicateurs de performance du recrutement. Et là où, du coup, je reviens sur l'aspect gestion des API avec DataViv, c'est qu'on a mis en place des connexions API entre notre outil Made in 360 et la plateforme DataViv, de manière à créer automatiquement le projet DataViv quand un recrutement est lancé sur les réseaux sociaux et à alimenter en temps réel les réponses, à téléverser en temps réel les réponses de notre plateforme de collecte vers notre rapport DataViv. Donc voilà, tout ça a été rendu possible à la fois par le travail de nos développeurs en interne et aussi donc, avec l'aide de techniciens informatiques chez Sphinx.
Bah écoute, merci beaucoup Adrien pour ce beau témoignage. Nous, on est ravis aussi de collaborer avec vous au quotidien. Et encore une fois, c'est un bel exemple. Là, tu parlais des API, mais effectivement, encore une fois, soit on collecte avec une solution globale chez nous qui s'appelle Sphinx IQ3, soit vous importez des données que vous collectez avec n'importe quelle solution dans la plateforme DataViv. Et c'est ce que tu as présenté via ce système d'API. On va passer aux questions. Aux questions, il y en a eu pas mal. Alors, je vais la faire afficher à l'écran. Notamment une question sur justement, vous n'utilisez pas la solution Sphinx pour l'édition de vos questionnaires. La réponse est non. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Adrien. Ouais, bah du coup, ça fait écho un peu à ce que je viens de dire juste à l'instant. Moi, je pense que la personne n'avait pas vu mon intervention encore au moment où elle a posé la question, mais du coup, nous, on a notre propre plateforme de collecte qui est liée avec un autre outil Medin 360 qui permet du coup de faire une programmation automatique du questionnaire suite à la rédaction de ce questionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intervention humaine pour venir programmer le questionnaire. Tout est fait en direct sur notre plateforme en partant de la rédaction du questionnaire par l'Insight Manager. Très bien. Merci. Effectivement, il y a beaucoup de questions sur comment on injecte des données externes à la solution, donc soit par API, soit ça peut être aussi un import manuel d'un fichier Excel ou CSV. Si vous avez des datas formatées, vous pouvez très bien les importer en quelques clics dans la solution, donc on pourra en reparler plus en détail. Je prends par classement sur les votes de pertinence des questions. On a là une question sur les étiquettes de significativité, sont-elles automatisées? Ça, je pense que c'est ça concernait les analyses statistiques dont tu parlais, Nathan, sur les tableaux croisés notamment. Tout à fait. Donc oui, en fait, la solution DataViv permet quand vous faites un croisement, d'avoir le bon test, le test de Key2, le test de Fisher, le test de Porter, si besoin, et il vous donne les résultats que vous pouvez aussi exporter pour les creuser si vous le souhaitez. Voilà. Après, les détails pour le NPS sont de simples zones de texte. En fait, quand tu as montré, Nathan, tu sais, la répartition des notes et les catégories entre les promoteurs, détracteurs et neutres, sachez que vous pouvez les déplacer manuellement dans la bonne zone et faire vous-même votre calcul de NPS. C'est-à-dire, vous pouvez mettre les 6 ou 7 plutôt dans les promoteurs ou les exclure dans les neutres, comme vous le souhaitez. Le calcul du NPS est automatique, mais vous avez la main sur le positionnement des différentes notes et des libellés de votre question. Est-ce que on pourra avoir le lien vers le rapport présenté? Nous, on va vous envoyer donc le support. Je ne sais pas, Adrien, Nathan, si c'est prévu. Peut-être pas, ou peut-être des captures d'écran, mais... C'est une bonne question, en effet. Ici, on est sur un rapport fictif, donc je ne sais pas ce qu'il est d'usage de faire, mais nul doute que les équipes, notamment commerciales, ont l'habitude d'avoir ce genre de support. Donc, on verra avec elles. On reviendra vers vous à ce sujet-là. Hop, on a une question de Charlotte. Super outil. Proposez-vous une formation ou webinaire pour se lancer sur DataViv? Sachez que Sphinx, on est également organisme de formation. Donc oui, on propose de la formation pour se former à ce type de solution. Et on a également une chaîne YouTube sur laquelle on publie l'ensemble de nos webinaires ou nos présentations commerciales. Donc on vous adressera le lien. Vous pouvez aussi trouver pas mal d'informations sur nos réseaux sociaux et sur YouTube notamment. Écoutez, je pense que on a un petit peu dépassé de 9 minutes, mais ça a créé de l'intérêt, donc c'est toujours aussi positif pour nous. Dernière information, Sphinx et Medinvote, on sera présent au Printemps des études le 28 et 29 septembre prochain à Paris. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez rencontrer les équipes des deux entreprises en physique, échanger, disposer d'une démonstration personnalisée. Voilà, 28 et 29 septembre prochain à Paris. Sinon, vous avez nos coordonnées et n'hésitez pas à revenir vers vous. On était ravis d'échanger pendant cette grosse demi-heure avec vous. Merci Adrien, merci Nathan. Bonne journée à tous. Et, écoutez, merci Guillaume, merci à tous. À bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Très bonne journée.